Qu'est-ce que l'Europe? Question souvent posée à laquelle d'innombrables réponses ont été données. Un géographe dirait la plus petite des 5 parties du monde, 5% environ de la surface des terres du globe. Et pourtant, je le rappelle devant ce drapeau qui flotte sur la Maison de l'Europe à Strasbourg, depuis plus de 6 siècles, des poètes, des philosophes, des hommes politiques qui avaient préconisé l'union de l'Europe pour assurer la paix et la prospérité. Mais, en 1945, devant les ruines accumulées sur notre continent par la Seconde Guerre mondiale, les Européens prennent enfin conscience de la nécessité de mettre fin à leur guerre civile. La paix, a dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Ce que je souhaite à l'Europe, le voici. L'Europe n'a plus qu'une seule chance de salut, s'unir. Si elle la laisse s'échapper, elle tombera au rang d'une colonie de peuples sous-développés. Elle ne sera plus qu'une acception géographique. Enfin, les Européens sont devenus raisonnables. C'est-à-dire, ils enlèvent à l'Allemagne et à la France les matières premières pour faire la guerre. C'était ça que j'avais aussi appris à l'école, et je crois que c'est juste, c'était ça, cette idée. La finalité était clairement politique, voire militaire. 1946, le grand homme d'État anglais Winston Churchill se rend en Suisse. In Zürich rief der britische Kriegspremier in seiner großen Rede in der Universität die Staaten Europas zur Union auf. À Zurich, il lance un appel en faveur des États-Unis d'Europe, propose de fonder un Conseil de l'Europe et termine en s'écriant « Debout, Europe ». 1948, 1000 délégués provenant de 16 pays, dont la Suisse, se rassemblent à La Haye dans l'enthousiasme et la ferveur pour réclamer l'union de l'Europe. Ce congrès est à l'origine de diverses institutions européennes. Mais c'est à partir, disons, du début de 1950 que l'idée que les résultats obtenus par un seul pays n'étaient plus à la mesure des problèmes qui se posaient, que Monnet et ses collaborateurs ont élaboré ce qui est devenu le plan Schuman, puisque la chance historique a été que Monnet a été l'inspirateur d'un projet de communauté européenne dont Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, a eu le courage de prendre la responsabilité politique. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Prenons le plan Schuman en 1950. Schuman sans Monnet aurait été un bon ministre des Affaires étrangères, mais il n'y aurait probablement pas eu de communauté européenne. Monnet sans Schuman, il aurait fait un plan qui serait sans doute resté dans un tiroir. Et combien de plans sur l'unification de l'Europe qui sont restés dans les tiroirs de l'histoire? La conjonction Monnet et Schuman, l'inspirateur et le décideur, ça a fait la première communauté européenne. Première des réalisations concrètes, le 18 avril 1951, signature du traité de Paris instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ainsi est établi le premier marché commun européen. Peu après, du 1er au 3 juin 1955, à Messine, les ministres des Affaires étrangères de ces 6 pays décident de poursuivre la constitution d'une Europe unie en étendant l'intégration européenne à tous les secteurs de l'économie. Et le 25 mars 1957, à Rome, sur le mont Capitole, les représentants des 6 apposent leur signature sur les traités instituant la communauté économique européenne, le marché commun et la communauté européenne de l'énergie atomique, ou Euratom. Ce jour-là, 25 mars 1957, voit donc la création d'une grande communauté européenne rassemblant 180 millions d'êtres humains. La CECA, n'est-ce pas, c'est un des événements que j'ai toujours considéré comme majeurs. La signature du traité de Rome était pour moi un événement majeur, n'est-ce pas? Et le geste politique et la vision européenne d'Adenauer, par exemple, c'est quelque chose de magistral, n'est-ce pas? Comme toutes les années, donc, ce 5 mai a été consacré à la célébration de l'unité européenne. Une unité sans doute qui n'est pas encore faite, nous en sommes loin, mais qui peu à peu entre dans les esprits. Et c'est cela qui est important. La Suisse, avec ses partenaires dans la elle a toujours travaillé pour une Europe libre et unie, mais une Europe qui doit être fédéraliste pour rester viable. Dans mon opinion, elle doit rester dans la position que le Conseil fédéral
a interprété lors de notre déclaration de Bruxelles en septembre 1962 par les paroles suivantes. Dans les arrangements à conclure avec la communauté, la Suisse devra cependant sauvegarder sa neutralité, garante de son indépendance, sa structure fédéraliste et son système de démocratie directe. Démocratie directe, fédéralisme et neutralité marquent la personnalité politique de la Suisse. Ils sont le résultat de sa diversité intérieure et forment la base de sa stabilité politique qui, à notre avis, a eu des effets favorables sur les relations avec les pays tiers. « 22 juillet 72, dans la salle des fêtes du Palais d'Egmont à Bruxelles, les représentants de 16 pays se pressent pour signer les accords qui vont conduire à la suppression des barrières douanières industrielles en Europe. Parmi eux, le conseiller fédéral Ernst Brugger, qui signe l'accord au nom de la Suisse. Pour notre pays, c'est la consécration d'une intégration économique de plus en plus poussée. C'est aussi un nouveau pas dans notre politique commerciale dont un des principaux objectifs est la libéralisation des échanges. Pour mesurer l'importance de cet accord, il suffit de regarder cette carte. La Suisse livre environ 50% de ses exportations vers les 9 pays du marché commun élargi, ce qui représente quelques 11 milliards de francs par année. Par ailleurs, la Suisse achète dans le marché commun 70% des marchandises importées chaque année, soit l'équivalent de quelques 20 milliards de francs. Jusqu'ici, les exportations suisses étaient frappées d'une taxe moyenne de 8,6%, tandis que le droit de douane suisse n'était que de 4% en moyenne pour les produits européens franchissant nos frontières. La suppression graduelle de ces deux barrières douanières constitue précisément l'essentiel de l'accord de Bruxelles. Alors, une première question, qui en profitera en priorité? Mais très rapidement, ensuite par le passage de 72 des accords de libre-échange, du libre-échange en Europe, du marché intérieur, donc de l'union douanière qui s'est créée, qui, ceci entre parenthèses, n'est plus contestée nulle part. Dans aucun État membre, la population veut sortir de l'union douanière. Mais en Suisse, on hésite à y entrer. Donc là où il y a un certain faux débat actuellement, on ne parle pas de la même chose quand on critique l'Europe, si on la critique en Angleterre ou si on la critique en Suisse. Est-ce que vous avez entendu parler de l'accord entre la Suisse et le marché commun? Non. Jamais? Non. Vous voyez, je suis français, alors je pense que de toute façon le marché commun c'est quelque chose de très bien. Ah ben je viens de Bruxelles, pour nous c'est une vieille histoire, oui. À qui profitera l'accord à ceux qui ont la galette. Toujours. À vous, pas? Ah non, absolument pas. Jamais. Vous voyez, jamais des trucs comme ça qui profitent. Pourquoi? C'est pas les ouvriers qui ont monté ça. Ce sont les gros capitalistes. Comment à qui ça profitera? À vous, personnellement, vous croyez que vous en tirez quelque chose? Non, mais je me sens assez contente d'être européenne, disons. L'adhésion permettra à la Suisse de participer pleinement à la vie de la communauté. La commission exécutive comptera un Suisse dans ses rangs. À tous les sommets qui dessinent l'avenir de l'Europe, la Suisse sera également présente par son président et un conseiller fédéral assistera à chaque conseil des ministres. Toutes nos douanes seront abolies, à l'exception de quelques contrôles par sondage, puisque la Suisse est entourée de pays membres de la communauté. Les polices européennes collaboreront pour combattre la criminalité à l'intérieur de chaque pays. Le changement sera rude pour les paysans suisses qui seront soumis à la politique agricole commune. Le prix du blé dégringolera de 104 francs à 42 francs le quintal et le lait de 1,7 franc à 48 centimes le litre. Berne se propose d'atténuer le choc par des paiements directs. Donc il y avait quand même une volonté claire de ne pas cacher au peuple que les haies étaient forcément une transition avant l'adhésion. Oui, nous ne voulions pas le cacher, mais nous ne voulions pas non plus forcer la main. C'est-à-dire qu'on a pris la précaution de dire que cette volonté d'adhérer était une volonté gouvernementale, que nous la prononcions pour mettre les choses au clair,
et qu'elle dépendait des compétences constitutionnelles qui étaient celles du gouvernement, qui a le droit d'ouvrir des négociations sur tous les sujets. Où on a tout de suite divergé, où j'ai tout de suite été un peu isolé, c'est que j'étais relativement proche de M. Blanquart et M. de la Murat pour leur dire des choses. Et dès le début, je leur ai dit, ne parlez pas du caractère purement économique de cette histoire. C'est une grande opération politique. On le fait à propos de l'économie, mais c'est une opération politique. Il faut de l'enthousiasme. Il faut parler de l'Europe autrement que le discours officiel qui commençait et qui était négatif, n'est-ce pas? Qui était, on a trouvé un truc pour pas entrer. Quelle Europe voulons-nous? Quel chemin allons-nous emprunter après le 6 décembre? À quelques 2 semaines du vote sur l'EE, un des géants de l'industrie suisse, ABB, s'engage d'une manière spectaculaire dans la bataille du oui. Pour ABB, le choix est sans équivoque. L'espace économique européen est une ouverture à saisir. Moment fort de cette journée européenne, la Suisse portée à bout de bras par les cadres d'ABB et par plusieurs politiciens pour être déposée symboliquement au milieu du reste de l'Europe. Ne pas souligner l'importance politique de l'espace économique européen était, à mon avis, la grosse faute de la majorité du Parlement. Vous vous rappelez qu'avait au Parlement une majorité massive, quasi-unanimité. Il fallait faire campagne devant la population qui votait en montrant l'importance politique, le pas politique que ça représentait et la volonté quasi affective de participer à l'entreprise européenne. Un concert de sonnailles et de fouets. Les opposants se sont servis de cette coutume populaire pour exprimer leur non à l'espace économique européen. Ils vont rester devant les archives fédérales pendant toute la durée de l'émission. L'un de leurs représentants est tout de même admis dans la salle où il clame haut et fort qu'un oui le 6 décembre signifierait la guerre. Pendant plus d'1 heure et demie, Arnold Koller et Adolfo Guy ont répondu aux questions de 2 journalistes et à celles d'un public composé de 100 partisans, 100 opposants et 50 écoliers. Un public d'ailleurs passionné. Il n'y a pas de vrais arguments contre l'EE, vient d'affirmer Arnold Koller, et la réaction est immédiate. Adolfo Guy rappelle que la Suisse a la possibilité de dénoncer l'accord s'il ne lui convient pas. Alors que le juriste Arnold Koller affirme que les règles du jeu élaborées depuis 35 ans en Europe ne touchent pas ou très peu les intérêts de la Suisse. C'était vraiment le combat de la dernière chance pour le Conseil fédéral et les manifestants qui ont suivi le débat à l'extérieur sont partis sans avoir changé d'avis. Ce dimanche-là, 6 décembre, le scrutin populaire fut pire que prévu pour le gouvernement fédéral, un échec et mat. Dès le début de l'après-midi, les premiers résultats sont largement négatifs et Jean-Pascal de la Murat ne se fait plus guère d'illusions. Combien de résultats à cette heure-ci? Oh bon, je veux dire que c'est déjà compromis. Et qu'on va travailler sur ces hypothèses en attendant les résultats. Il y aura peut-être de très heureuses surprises, mais j'en doute fort. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Il est pas tout à fait 3h15. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il est vraisemblable que le peuple suisse et les cantons ont rejeté aujourd'hui l'accord, la proposition d'accord pour de la participation de la Suisse à l'espace économique européen. C'est toute la... 18h, les jeux sont faits. Arnold Koller, René Felbert et Jean-Pascal de la Murat, devant la presse, ne vont pas mâcher leurs mots.
C'est un dimanche noir, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, pour l'économie suisse, pour le futur des emplois dans notre pays, pour tous les partisans de l'ouverture dans ce pays, c'est-à-dire la moitié du peuple, tout canton confondu, et plus particulièrement les cantons romans et les Deux-Bâles. C'est un dimanche noir aussi pour la jeunesse de ce pays qui se trouve privée d'un projet. Si on avait eu systématiquement dans la politique suisse l'idée que même si on ne participait pas institutionnellement au développement de la communauté, on était heureux de son développement, on aurait eu beaucoup moins de problèmes, n'est-ce pas? On aurait pu accompagner cette entreprise psychologiquement et affectivement dans une toute autre position qu'en disant du mal du matin au soir, en attendant ses échecs, Schadenfreude toutes les fois qu'il y avait une difficulté. J'aimerais que vous nous confiez, Jean-Pascal de la Murat, quel est au plus près de votre vérité profonde, votre sentiment ce soir face à ce double nom. Une immense déception de constater que la Suisse a raté un rendez-vous de destin. On se gargarise de mots, les discours parfois succombent à la rhétorique, et la réalité est de moindre profil, mais véritablement ce soir, non seulement on a raté quelque chose d'essentiel pour notre économie dans les temps les plus difficiles qu'elle vit, mais encore on a raté un choix d'avenir pour la Suisse en Europe et pour la Suisse dans le monde. Ça va bien au-delà de la comptabilité économique. Et c'est cela qui m'accable ce soir, au total, parce que c'est cela qui compte. Quoi ce soir? Une addition des égoïsmes, une addition des réactions, et en aucun cas une synergie d'action. Et que ce soit les romans qui trinquent, car ce sont eux qui trinquent doublement de ce résultat, mais infiniment pénible. Le refus de l'ouverture à l'Europe touche et déçoit tout particulièrement les jeunes. Une équipe de telle quelle les a rencontrés hier à Neuchâtel, dans le canton qui a dit le plus massivement oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Suisse a dit non à l'espace économique européen. 51,5% de non. Le Tessin refuse également l'espace économique européen. J'entends, on a perdu une occasion, on aurait pu rentrer aujourd'hui debout dans l'Europe, et puis l'emmerdant c'est qu'on va de toute façon y rentrer, mais ça sera à genoux demain, quoi. Puis ça, c'est ce qui est vraiment décevant en fait. C'est qu'on aurait pu prendre le départ d'une course en ordre, et puis bon, il fallait courir pour gagner, mais là on a raté le départ. C'est pas tout bien. Le pont sur la Thielle, la rivière qui sépare le canton de Berne et celui de Neuchâtel, le pont sur la Thielle, c'est depuis hier soir un poste frontière entre la Suisse alémanique et la Romandie européenne. Il y a 2 L. C'est bon les. Ouais, 2 L. Ouais, il y a 2. Vive l'Europe! Je dis que l'espace économique pour lequel je m'étais battu, et d'ailleurs un peu comme tous les Suisses romands, n'était pas à la hauteur des espoirs qu'il avait soulevés, notamment sur le plan institutionnel. Ce que je trouve grave, c'est que la Suisse a confirmé ses divisions. Le fossé s'est même creusé entre la Suisse allemande et la Romandie. Je ne comprends pas et j'ai très peur pour la jeunesse, pour son avenir. Je suis déçue. C'est malheureux, la votation a été mal préparée. Les autorités auraient dû prendre plus de temps pour expliquer. Je suis trop vieux. L'Europe n'a pas d'importance pour moi. La Suisse aurait vraiment dû rejoindre l'Europe, l'espace économique, la communauté. Quoi qu'il arrive, les romans devraient réagir. Les romans sont cinglés. Ils n'ont aucune idée. Tout n'est pas dit, nous reparlerons de l'Europe.
Pas question pour le Conseil fédéral d'isoler la Suisse. Il faut se débrouiller pour maintenir les liens avec l'Europe. Diverses voies sont possibles, on les envisage toutes pour ne pas gâcher les chances. Berne va essayer de conclure des accords bilatéraux avec la communauté européenne et avec les pays de l'ALE. Mais les écueils sont nombreux, tout dépendra du bon vouloir des interlocuteurs de la Suisse. Nous savons, selon les renseignements que nous avons obtenus, que cette voie n'est pas fermée, mais qu'elle sera d'abord, bien sûr, limitée à la volonté des pays de la communauté, d'une part, à l'intérêt de ces mêmes pays à avoir un accord avec la Suisse. La stratégie, c'est de se rapprocher, c'est toujours de se rapprocher. Bon, on a raté avec un bon instrument, on va continuer avec un moins bon instrument, mais la stratégie étant identique, il faut qu'elle réussisse. Il faut faire tout ce qui est possible pour qu'elle réussisse. Il faut emprunter tout ce qui mène dans cette direction. Et les bilatérales mènent dans cette direction maintenant parce qu'il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas ? Et alors, je ne crois pas à ces raisonnements compliqués qui disent « il vaut mieux un échec flagrant pour qu'on fasse un plus grand pas plus tard ». J'y crois pas du tout. L'erreur, c'est d'être toujours aussi pressé. Se dire « il faut arriver à se mettre d'accord d'ici telle ou telle date ». Quand on négocie, il ne faut jamais agir de la sorte. Si on est pressé, on perd toujours. Parce que l'autre sait qu'on est pressé, et que s'il ne cède pas avant le délai, c'est fini. C'était une erreur dès le début. Nous avons beaucoup de temps. Il y a très peu d'enjeux dans ces négociations bilatérales. Les négociations bilatérales entre la Suisse et l'Europe sont dans une impasse complète. Bruxelles a une nouvelle fois refusé l'offre suisse sur les transports et on a l'impression qu'on se bagarre de plus en plus pour 20 francs de taxes poids lourds de plus ou de moins. Ça passe ou ça casse, écrivait récemment un de nos confrères de la presse écrite à propos des négociations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Eh bien, ça n'a pas cassé, mais ça n'a pas passé non plus, en tout cas pas encore. Vendredi, en effet, il y a 2 jours, Bruxelles a une nouvelle fois reporté sa décision face à la dernière offre suisse en matière de taxes poids lourds, de taxes pour les éventuels futurs 40 tonnes européens destinés un jour peut-être à traverser la Suisse de Bâle à Chiasso. Alors pourquoi est-ce que cette affaire de taxes, pourquoi est-ce que cette affaire de francs et de centimes est-elle si importante? Eh bien parce que si la Suisse et l'Union européenne ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce dossier des transports terrestres, c'est l'ensemble des négociations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne, sur laquelle on travaille depuis plus de 3 ans, c'est tout cet ensemble qui va être remis en question. Je m'étais fixé 1 année au plus pour boucler les accords. La souveraineté, c'est l'équivalent de la liberté humaine. C'est quelque chose vers quoi on doit tendre et qu'on doit avoir, mais qu'on est prêt, non pas à négocier, mais dont on sait qu'elle est conditionnée par un tas de choses. On ne peut pas décider ce qu'on veut et comme on veut, en fonction de nos seuls intérêts. On doit tenir compte du monde, de l'environnement et notamment de la construction européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité tient en un seul mot. Enfin, les négociations bilatérales ont abouti. Ce soir, nous allons voir ce qui va changer concrètement pour nous tous, les opportunités et aussi les craintes qui concernent notamment les travailleurs et les étudiants. Nous verrons aussi comment ces négociations ont pu se débloquer, le récit de ces heures historiques en marge du sommet européen. L'Autriche souhaitait ardemment que l'accord avec les Suisses se fasse encore sous sa présidence. Opération réussie. C'est donc dans la prestigieuse résidence des Habsbourg que s'est déroulée ce matin la consécration des accords bilatéraux. Le Conseil fédéral, représenté par Flavio Cotti et Pascal Couchepin, a donc fait une escapade dans le cadre du sommet européen de Vienne pour une photo de famille d'abord, avec le ministre autrichien des Affaires étrangères Wolfgang Schüssel et le commissaire européen Hans van den Broek. Je suis convaincu que les accords bilatéraux sont une bonne chose. Ils nous donnent un temps de répit, j'allais dire, qui ne nous oblige pas à nous poser la question. On n'arrivera plus à défendre nos intérêts, même économiques, seuls. Cet accord écrit constitue un équilibre de tous les intérêts en jeu, et il y en a beaucoup d'intérêts en jeu, notamment beaucoup de différences d'intérêts en jeu entre les différents États membres. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 21 mai prochain, nous nous prononcerons sur les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Ces accords sont une étape fondamentale dans nos relations avec notre principal partenaire commercial. Churchill déclarait « Tout le monde se dit européen, mais personne ne dit la même chose ».
Je crains que le débat qui s'ouvre ici ne montre combien Churchill est resté actuel. Madame, Monsieur, bonsoir. La joie des jeunes du nouveau mouvement européen suisse sur la place fédérale à Berne. 8 ans après le rejet de l'espace économique européen, les Suisses ont donc dit oui aux accords bilatéraux. Un oui franc et massif à 67,2%. Un oui donc plus net que prévu. Oubliez le Röstigraben de 1992. À l'exception de Schwyz, tous les cantons alémaniques ont approuvé les 7 accords conclus avec l'Union européenne. Le Tessin, en revanche, comme on pouvait s'y attendre, les a rejetés à 57%. En Suisse romande, c'est Vaud, le canton le plus europhile, avec 80,4% devant Neuchâtel et Genève. Les moins enthousiastes, si l'on peut dire, sont les Valaisans, avec tout de même 65,6% de vote en faveur des accords bilatéraux. Ce soir, c'est un dimanche ensoleillé que nous célébrons. Si la nuit sera étoilée, la planète suisse y aura une place, toute sa place, et je suis convaincu que c'est une très belle journée qui ouvre des perspectives. Nous n'avons jamais eu dans notre histoire de si bons voisins. Un voisin qui assure tant soit peu d'ordre sur notre continent, et Dieu sait quelle serait la gabegie s'il n'y avait pas l'Union européenne. Un voisin qui a créé pour ce pays qui gagne 1 franc sur 2 à l'étranger un grand marché, qui a simplifié l'exportation avec une monnaie unique, un voisin qui jusqu'à maintenant, même s'il s'est un peu raidi, a toujours cherché des solutions pour la Suisse. Nous n'avons jamais eu de si bons voisins et en même temps, nous ne cessons de maugréer contre ce voisin. Bonsoir à vous tous, c'est une journée historique pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Après 3 ans de négociations, le 2e paquet des bilatérales a été scellé aujourd'hui politiquement à Bruxelles, avec notamment la présence du président de la Commission européenne, Romano Prodi, de la conseillère fédérale Micheline Calmiret, du président de la Confédération, Joseph Deiss, et encore du conseiller fédéral, Hans-Rudolf Merz. Jamais la Suisse et l'Union européenne n'avaient tenu une réunion à si haut niveau. Entre les présidents suisses et européens, la poignée de main est franche, amicale. Elle marque la fin des négociations des bilatérales 2 entre la Suisse et l'Union européenne. C'est un grand jour, je crois, pour les relations entre l'Union européenne et la Suisse. Nous allons poser les jalons pour une intensification, mais aussi pour une augmentation de la qualité. Oui. Mais la qualité est très haute. L'heure était à la fête à la mission suisse, mais le chemin est encore long avant l'application de ces accords. Paraphés, signés, les textes devront être approuvés par les parlements de tous les États et peut-être par le peuple suisse. Je voudrais en particulier saluer l'accord de Schengen qui va faciliter le passage à la frontière. Cela aura par conséquent un impact direct et important pour les frontaliers. Schengen-Dublin, bien sûr, mais aussi la fiscalité de l'épargne, la lutte contre la fraude ou encore le domaine de l'environnement. 9 accords en tout ont été signés après presque 3 ans d'âpres négociations. Je suis absolument confiante que les Suisses et les Suisses approuveront cette démarche qui est pragmatique, cette façon de régler nos relations avec l'Union européenne, qui ne préjuge pas d'éventuelles questions d'adhésion. C'est une voie pour elle-même et je crois qu'elle mérite le soutien de la majorité de la population suisse. Les accords sont signés, mais le chemin sera encore long d'ici leur mise en application. D'autant plus que la menace de référendum est forte en Suisse. Le champagne a tout de même coulé pour l'occasion, mais prudent Joseph Deiss, lui, a préféré boire un verre d'eau.